Salut mes petits farfadets magnétiques et fatalistes, c'est Bob Zombie, le générateur de désir sexuel féminin. Qui dit fin d'été dit chaleur, et qui dit chaleur dit plage, et qui dit plage dit livre de merde à lire pendant la bronzette. Aujourd'hui, je vais cracher mon fiel sur deux histoires qui sont, comment dire, je dirais pudiquement qu'elles ont le mérite d'exister, ou pas. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé et on m'a forcé à lire ces choses-là. C'est pas ce que j'ai goûté de plus goûtu, et ce n'est pas parce que je n'ai pas de goût, et cela bien avant la Covid, que je n'ai pas mes propres exigences gustatives quand je dévore un bouquin. Et encore plus quand on m'impose le repas. Car oui, ce sont vos recommandations de personnes fiables et concernées par la situation qui m'ont poussé à lire ces choses, et je vous en remercie de tout mon cul. Entièrement lu, et qu'est-ce que je me suis fait chier, pire que du Maurice Genevoix. Si, je te jure ma gueule. Le premier est House of M, un soi-disant incontournable de Marvel, que j'ai lu parce qu'il n'était pas cher, mais dont je me serais bien passé pour tout dire. Puis j'enchaînerai sur une histoire des 4 Fantastiques tirée d'un album appelé Les Grandes Sagas, datant de 2003, qui m'a laissé dubitatif, pour ne pas dire perplexe dans la perplexitude, lors de sa lecture. Mais vous, ça vous plaît de me voir souffrir, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Dès que vous avez vu la miniature, vous avez été attiré par l'odeur malodorante du drama, et c'est pour ça que vous êtes là, hein, bande de mauvais humains. D'abord parce que vous avez été nombreux à me recommander House of M, et puis aussi parce que vous aimez me voir perdre mon temps dans quelques lectures pétées du fiacre. Vous êtes chafouin quand même. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais bon, allons-y, vous êtes là pour ça. Alors c'est parti pour ce nouveau podcast en odieuse description. Alors vous l'avez compris, car vous avez oublié d'être con, je vais faire une odieuse description de House of M de Bendis et Coipel, et je dis odieuse description parce que je n'avais vraiment pas aimé, et je pense que tu l'auras compris. De même, je te préviens que si tu n'as pas lu cette histoire, tu peux partir et revenir après l'avoir lu et en discuter avec moi dans les commentaires, mais je vais spoiler un peu, hein, un tout petit peu. Je vais pas tout dévoiler, mais je suis obligé de parler de certaines choses, donc ma gueule, tu es prévenu. Mais alors pourquoi t'en parles connard, me demanderas-tu, et ta question serait fort légitime. Eh bien pour tout dire, comme j'ai un minimum de bon sens et d'éthique morale, je ne suis pas le genre de bâtard à cracher sur un truc que je n'ai pas vu. Et puis j'étais curieux de découvrir ce fameux incontournable dont tout le monde me parlait. Et cette découverte m'a rappelé que durant toute ma vie, j'ai toujours fait des mauvais choix. Et la lecture de ce bousin me l'a bien confirmé encore une fois. Bref, tout le monde autour de moi me disait « Ah non mais ça passe crème, il faut absolument lire cet arc narratif, c'est un incontournable qui sait mettre en valeur la déstructuration des formes intrinsèquement liées à la pureté originale des formes de la nature. » Ce qui ne veut rien dire. Alors que de toi à moi, audience aimée, j'avais vraiment pas envie de perdre mon temps avec ce bousin, mais comment pouvoir en parler si je ne l'avais pas lu? J'ai beau être un connard, je reste professionnel. Oui, je sais, vous allez me dire que je fais preuve d'abnégation, et je ne vous contredirai pas. Et oui, je sais, je parle comme un connard. House of M est sorti en 2005. On me l'a vendu de façon grossière, comme la BD qui avait donné naissance à la très sympathique série WandaVision, une très bonne surprise des productions du MCU sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaise, du reste j'en ai foutu partout, et du coup vous avez essayé dans votre perfidie perverse de me convaincre avec cet argumentaire malhonnête, comme tous les hommes politiques. J'ai donc bougé mon délicieux séant, it's cute, me disait encore dernièrement une anglaise en me palpant généreusement les beefsteaks, et je me suis donc rendu chez le commerçant du coin pour trouver House of M. Car oui, c'est potentiellement dans une librairie que j'avais le plus de chances de trouver des comics. Ah bah oui, hein, malin le zombie. Pour faire simple, je suis allé chez mon fort peu sympathique libraire, dont je ne donnerai pas l'adresse tellement il est assez peu commerçant. Il y avait sur ces rayons dépouillés de Marvel, une version collector à 15 boules et une version souple à 6,99. J'ai pris la version souple, hein, faut pas déconner non plus. C'est donc Panini Comics qui publie le récit avec une couverture vraiment austère qui n'a rien d'engageant. C'est dépouillé avec un Xavier qui tire la gueule comme un boudin au bal de fin d'année, pas de quoi te foutre le kiki tout dur. Le bon point de cet ouvrage, car oui, il y a un bon point quand même, c'est l'introduction qui nous est proposée, parce que même si tu n'as pas lu ce qui s'était passé avant, on te réexplique le contexte et où on en est dans l'arc scénaristique, bref, tu connais la situation au début de l'histoire pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Et ça c'est plutôt bien qu'en France, on te fasse une présentation de ses œuvres. J'en discutais bruyamment dernièrement avec mon ami le French Geek, qui lui me disait qu'en Amérique, les éditeurs en ont rien à faire, ils te balancent les trad paperback comme ça, sans se poser la question de savoir si tu connais l'univers ou le contexte de l'histoire que tu vas lire. Donc, un bon point pour l'édition française. Et je peux te dire ma gueule qu'effectivement, il valait mieux avoir lu juste avant les récits parlant de la dissolution des Vengeurs dans Avengers Disassembled. Alors commence pas à me casser les noix avec mon accent de merde, rappelle-toi que pronunciation is a bitch. Pour bien comprendre House of M, fallait au moins avoir lu les épisodes des Avengers, donc. Mais en fait, tu n'en as pas besoin car l'intro de ce livre te présente vraiment bien les faits antérieurs, tu peux être tranquille là-dessus ma gueule. Et ça c'est plutôt pas mal.
Autre point positif de cet arc, c'est qu'il n'est constitué que de 8 épisodes qui se suffisent à eux-mêmes, et ça c'est bien. Alors j'entends ici les arguments de certains lecteurs qui m'ont souvent ressassé que c'était l'un des crossovers les plus réussis de chez Marvel. Si vous me dites, je veux bien vous croire. Vous n'avez cessé de me rappeler que c'était un incontournable pour tout amateur de récits de super-héros. Tu sais, le genre de récit qui bouscule le statu quo du genre super-héroïque en rétablissant la situation initiale d'un personnage après lui avoir fait subir un traumatisme. Cet argument m'avait enjaillé, j'ai même presque réussi à m'ambiancer devant une telle argumentation. Alors c'est quoi l'histoire, me diras-tu, impatient que tu es? Eh bien je vais te le dire, pas la peine d'être désagréable ma gueule. La sorcière rouge, qui après la perte de son mari et de ses enfants imaginaires, a glissé dans la folie. Et là ça sent la drama queen. Je ne voudrais pas jouer mon expert en narration, mais avec une nénette qui peut manipuler la réalité, et le fait que la vie a été une pute avec elle, je me demande bien comment tout cela va se terminer. Ah bah ça alors, elle utilise ses pouvoirs de manipulation de la réalité pour créer une réalité alternative, House of M, où les humains sont réduits à l'état d'esclaves, et où les mutants vivent dans une paix béate, dans une sorte de paradis idéal. Alors personne lui a dit à cette grande gourdasse rousse qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités? Non? Le monde est aussi aux mains de deux tyrans positifs, qu'on appelle communément des grosses têtes de cons, j'ai nommé Magneto et Charles Xavier. Deux connards égocentriques avec un soupçon de bienveillance quand même. Et Wolverine, dit Serval pour les anciens, les vrais, ceux qui ont un service 3 pièces, Serval donc en a conscience, et avec quelques résistants, il s'oppose à la maison M qui règne sans partage et sans libre arbitre. Ah bah oui, le gars, il en a, hein, c'est le genre à chasser une meute de coyotes avec un simple balai, hein. Il rigole pas le Logan. Hein. J'avoue que le concept est couillu de la part de Bendis. Il a un scénario ambitieux qui échappe à ce que l'on a l'habitude de voir, parce que les comics de super-héros sont basés sur des grands principes de l'illusion du changement qui, en fait, cachent presque toujours un conservatisme frileux imposé par la direction de Marvel. Ah bah les mecs sont là pour faire du pognon, hein, sur le dos de couillons comme vous et moi, mes petits chats. Hein. Et même si t'as dépensé que 6 boules pour cette dope, tu as engraissé Marvel qui va te fournir un récit qui semble original alors qu'il ne l'est pas. C'est le principe. En vérité, nous le savons et pas seulement de Marseille, le principe est bien rodé. Ces maisons d'édition ne vont pas casser des licences aussi lucratives. Pourtant, avec l'audacieux Bendis, on était donc en droit d'attendre de ce récit une véritable modification en profondeur, ce qui aurait pu faire du bien à l'univers Marvel. Il est important d'oser s'aventurer en profondeur, hein. Ça fait un bien fou à tous ceux qui osent s'aventurer au-delà du raisonnable. Et non, il n'y a pas de message caché dans ce que je viens de dire, ou presque pas. Et alors, Bendis a-t-il réussi à changer les choses? Je vous laisse juger dans les commentaires. Et j'imagine sans problème que ce récit doit être génial, mais moi, il ne m'a pas passionné outre mesure. Pourquoi ? Alors déjà pour Feur, mais surtout parce que je trouve l'histoire alambiquée. Oui, je sais, c'est pas facile de placer alambiqué dans une discussion. Et puis surtout, c'est dramatique à souhait et je n'aime pas tellement. Et pour moi, ce fut à la limite du supportable dans le climax. Mais c'est surtout le final. L'histoire tourne en rond puisque le récit se boucle sur lui-même pour revenir à peu de choses près à son point de départ. Oh bah ça alors, cette histoire est vraiment pleine de surprises. C'est du sarcasme, hein, je le précise. J'avoue que je n'ai pas bien compris où voulait en venir l'auteur. Je le répète, ce récit doit être génial, mais moi je n'y ai vu qu'une intrigue avec la trame classique, à savoir événement déclencheur, réunion des acteurs, bataille, résolution. Mais plus que tout, ce que je regrette dans ce récit, c'est la réalité alternative qui n'a pas été poussée un peu plus loin, même si j'imagine que Bendis a dû être limité par les gros pontes de chez Marvel. Hein. Parce que oui, tu peux être sûr que la direction Marvel est passée par là. Alors par contre, je trouve que pour une fois, la multitude de super-héros ne nuit pas vraiment à l'action, mais faut l'admettre, on ne peut que constater au fil des pages que la plupart d'entre eux n'ont que des rôles de figurants ou ne servent à rien, comme le H dans Hawaii. Et parfois c'est totalement nul quand on a quand même des personnages comme Namor ou Fatalis, mais ils n'y jouent vraiment pas un grand rôle. Si cela avait été une grosse production cinématographique, tu sens qu'ils auraient fait péter le budget figurant pour l'occasion pour finalement pas grand chose. Pareil pour la baston finale, on était en droit d'attendre quelque chose de plus grandiose et finalement ça fait pchout. Oui mesdames, messieurs, on a une grosse retombée de soufflet. Il n'y a même pas de mort de personnages importants et je dirais qu'à la limite c'est décevant. Oui, moi je suis comme ça. Magneto fuit vaillamment le combat et abandonne la lutte comme les Français en 1940. Ses alliés sont totalement invisibles, tandis que les Vengeurs et les X-Men sont finalement aux prises avec des faire-valoir. Pas de baston épique face à des gros super méchants, c'est très décevant. Côté graphisme, c'est riche et sophistiqué, mais moi, ça ne m'a pas emballé. Je trouve que l'art de Coppel est surcoté. On est dans de l'académisme, comme disent les gens qui veulent se la péter, ce qui est une autre façon de dire que c'est surcoté, et si tu n'es pas d'accord sur cette réflexion, sache que j'avais juste envie de mélanger surcoté et académisme dans une même phrase pour faire chier les spécialistes de la sémantique. Bref, ne me jugez pas trop hâtivement, j'ai le droit de dire que je n'ai pas aimé, mais je pense que c'est parce que tout le monde m'en avait dit du bien, et c'est pour ça peut-être que j'ai été déçu. Ça le fait souvent ça, hein. On te montre le bourrichon et au
final t'es déçu. J'avoue, j'ai pas accroché, mais rassurez-vous, derrière le masque de la déception se cache un visage radieux qui respire la positivité et la joie de vivre. Pourtant, on aurait pu avoir quelque chose de très bien avec ce scénario. Restructurer l'univers Marvel aurait pu être bonnard. C'est bien l'intérêt de ce genre d'histoire, s'émanciper de la chronologie canonique sans chercher à avoir d'énormes répercussions sur la suite. Eh ben non, c'est pas le cas. Bref, j'ai trouvé ça bof. Oui, j'ose le dire, c'est bof. Oui, j'ai conscience que je viens de créer un malaise. J'ai prononcé le mot bof. Oui, je vais assez loin dans le propos et l'engagement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous en battez les gonades, mais toujours avec classe et courtoisie. On n'est pas sur Twitter, et on n'est pas là pour s'entuber jusqu'à la 3ème vertèbre, donc buvez de l'eau et argumentez. Démontrez-moi que je me suis trompé avec un argumentaire solide, je suis tout oui devant votre argumentation. Voilà en tout cas mon ressenti sur House of M. Et sans plus tarder, passons avec entrain à ma 2e lecture pourrie du moment. J'ai lu le 10e tome des albums appelés Les Grandes Sagas, collection au titre ronflant quand tu vois son contenu en un seul mot. Ouais mes amis, je suis chaud comme la braise pour vous parler de ce truc, L'intensité est à son comble. Ici nous avons une histoire des 4 fantastiques qui ne m'a pas transporté jusqu'au nu de la félicité. On nous propose un récit où l'éternel Fatalis, animé de quelques pulsions viriles dont il a le secret, et flanqué non plus d'un melon mais carrément d'une pastèque, est bien décidé à mettre en PLS pour une énième fois les fantastiques. Chacun ses petits hobbies. Bref, il pactise avec des démons mineurs tellement effrayants qu'ils donneraient des cauchemars aux plus couillus des exorciseurs, tout un programme. Et il demande leur aide pour péter le stick aux fantastiques, et là t'as vu, ça rime. L'album regroupe 7 récits des Fantastic Four de l'année 2003 à 2004, écrits par Mark Waid. Alors, on savait tous que ce gars n'avait pas inventé la poudre, mais là, il ne s'est pas cassé le fiacre avec son intrigue digne d'un Kevin 12 ans ou d'un scénariste de chez Disney, puisqu'il utilise la magie noire comme clé de voûte de cette histoire. Tu sens que le scénariste a vraiment galéré, et que même avec toute une flopée de galériens sortant les rames, il était condamné à ramer. Banal et prévisible comme une vidéo de Tatiana Ventose. Et quand un scénariste ne sait pas comment faire pour avoir un dénouement acceptable à une histoire pétée du cul, c'est qui qu'on appelle ? Eh ben non, c'est pas Ghostbuster, on appelle le Docteur Strange. Oui, je sais, c'est moins glamour. Les graphiques style dessin animé que je vois sur les écrans de mon sale neveu capricieux m'agacent par leur naïveté et leur simplicité désarmante, que ce soit ceux de Mick Wieringo ou ceux de Paul Smith. C'est pas du tout chatoyant et c'est relativement moche comme mon ami Julien. Bon, et comme j'ai plus rien à dire sur ce récit, je vais m'arrêter là. Décidément, tous ces récits issus des années 2000 me confortent dans mon impression que c'était mieux avant, et finalement, grâce à toutes ces bouses, je sais pourquoi Amazing Geek va rester centré sur le bon vieux vintage, rassurant et surtout très créatif. Bon, j'arrête, je suis pris d'une crise de flashback du bon vieux temps. Oui, mesdames, messieurs, je ne risque pas de m'éloigner de mon credo habituel et de mes bons vieux comics vintage qui me donnent chaque jour l'envie de vivre pleinement la vie à fond sur mon tractopelle. Oui, un jour, il faudra que je vous le montre, mon bébé. Un JCB 3CX Contractor Easy Control de 2010 avec une pelle rigide et seulement 3500 heures d'utilisation. Bref, les comics, c'était mieux avant. Et c'est sur ces bonnes paroles pleines de fausses guimauves périmées, de vieux cons aigris et fermés d'esprit, empreints de masculinité fragile, que je vais rendre l'antenne. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. Passez une très bonne nuit et rêvez à d'énormes femmes. On se retrouve très prochainement pour d'autres podcasts, et d'ici là, n'oubliez pas, le pire reste à venir.